Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau webinaire organisé en collaboration avec l'AGFIP à destination des CFA. Je suis Jean-Christophe Boulanger, chargé de mission alternance au sein de l'OPCO Uniformation et je suis accompagné aujourd'hui de l'AGFIP. Bonjour à tous, donc moi je suis Pascale Borgy de la GFIP, je travaille au sein de la direction de la sécurisation des parcours sur la question notamment de tout ce qui relève de la compensation et de l'accessibilité aux formations et le déploiement du réseau des ressources handicap formation. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour aborder la question de la prise en compte du handicap dans le cadre du contrat d'apprentissage. Vous le savez, de nouvelles modalités de majoration des niveaux de prise en charge sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier. Au-delà d'un simple changement de procédure, il s'agit surtout de mieux prendre en compte les situations individuelles et particulières de chaque apprenti en situation de handicap pour lui apporter les réponses adaptées. En tant qu'OPCO, Uniformation a bien sûr pour mission d'accompagner ses adhérents et ses branches professionnelles sur le sujet de l'alternance. Mais dans le cadre de nos nouvelles missions sur le contrat d'apprentissage, il nous est également apparu nécessaire de proposer en complément une offre de service spécifique au CFA, puisque nous sommes convaincus que c'est ensemble que nous réussirons le pari du développement de l'apprentissage dans les secteurs de la cohésion sociale. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce temps d'information et d'échange. Nous avons souhaité nous appuyer sur notre relation partenariale avec l'AGFIP pour vous faire bénéficier de son expertise sur le sujet aujourd'hui et ainsi vous permettre de découvrir son offre de service. Pascal, je vous laisse compléter l'introduction. Merci Jean-Christophe. Alors nos intentions sur ce temps, on a essayé de réfléchir avec Uniformation, c'est vraiment de permettre à chacun de bien connaître les principes de cette réforme et du positionnement de la GFIP, pouvoir l'expliquer et surtout vous aider à mettre en œuvre ces changements. Proposer une mise en perspective de ces évolutions par rapport à la notion d'inclusion, c'est-à-dire permettre de comprendre en fait dans quel sens va cette réforme et ce qu'on souhaite développer à travers cette réforme, permettre à chacun de se sentir contributeur, susciter la curiosité parce qu'on va passer une heure et demie à peu près ensemble, mais il y aura sûrement d'autres points après sur lesquels vous aurez besoin d'aller plus loin, et puis donner évidemment envie de mettre en œuvre cette réforme. Et pour atteindre ces objectifs durant cette présentation, nous vous proposons de commencer par un rappel sur la nouvelle réglementation en matière de majoration des niveaux de prise en charge, ce qui implique, on le verra, un nouveau rôle pour le CFA et en particulier pour le référent handicap. Vous découvrirez ensuite la nouvelle procédure mise en place à Uniformation sur le sujet, puis comment la GFIP peut vous accompagner selon votre situation à travers des appuis et si besoin des financements spécifiques. Enfin, nous détaillerons nos engagements réciproques sur le sujet, notamment vis-à-vis de vous, CFA. Et puis, on a fait le choix de terminer le programme par un moment interactif important pour répondre à un maximum de vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dès maintenant, tout au long de la présentation via le chat. Et pour information, le PowerPoint qui est diffusé actuellement sera mis à votre disposition avec d'autres documents à la fin du webinaire en téléchargement. Je laisse maintenant la parole à Pascale Borgy. Oui, alors comme je le disais en introduction, l'important, il nous semble, c'est vraiment de mettre en perspective cette réforme par rapport à la volonté du législateur d'aller vers une société globalement plus inclusive. C'est aussi les engagements qu'on a pris dans le cadre d'une convention internationale qui a été ratifiée par la France en 2010, la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Et du coup, c'est comment on développe aussi sur le champ de la formation, mais une dimension plus inclusive de la formation et de l'apprentissage. Du coup, si on compare les notions d'intégration et d'inclusion, moi j'aime beaucoup la définition de Charles Gardou qui est assez simple et qui pose cela pour passer de l'intégration à l'inclusion. Là, j'ai mis à l'insertion d'ailleurs. Dans l'intégration, ce qui prime, c'est l'adaptation de la personne. Par contraste, une organisation sociale est inclusive lorsqu'elle module son fonctionnement, lorsqu'elle se flexibilise pour offrir au sein de l'ensemble commun un chez-soi pour tous, sans toutefois neutraliser les besoins et les désirs singuliers. Très concrètement, en formation, dans la notion d'intégration, c'est la notion de la norme qui s'impose, c'est-à-dire il y a une norme, on prévoit quelque chose à peu près en moyenne pour tous, un peu comme quand on met toutes les mêmes tables et toutes les mêmes chaises en disant en gros ça va permettre à chacun de s'y retrouver.
Mais en fait, les très grands ou les très petits, ils vont pas être forcément bien par rapport à cette norme. Et du coup, quand les gens ne collent pas à la norme, soit on essaie d'équiper la personne, soit si vraiment on n'y arrive pas, on les met par groupe et on les met dans le droit commun. Donc, c'est un peu le principe des classes spécialisées de l'éducation nationale au démarrage, quand ça a démarré. C'est on fait des classes ou des petits groupes de personnes un peu différentes et quelque part qu'on met à part dans l'ensemble. Tandis que dans la notion d'inclusion, le schéma est complètement différent, c'est-à-dire qu'on part pas de la norme, mais on part en fait de la diversité des publics que l'on reçoit et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut adapter nos contextes de formation pour répondre à ces différents besoins, en fait. Et du coup, c'est une approche où les bénéficiaires sont beaucoup plus écoutés, beaucoup plus consultés. Et c'est une approche aussi, nous, en tant qu'appui à cette notion d'inclusion, on va venir beaucoup plus en appui et mettre nos financements davantage en appui des CFA et des référents handicap pour leur permettre, justement, pour leur donner davantage de moyens pour développer des environnements capacitants. Et du coup, cette approche, elle est très, elle est assez exigeante, mais c'est une source de transformation pour tous en fait. Voilà, ça modifie nos manières de raisonner et pour nous aussi nos manières d'intervenir. Et alors, comment concrètement cette réforme va permettre aux référents handicap d'être finalement acteurs de cette démarche d'inclusion de l'apprenti en situation de handicap? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette première partie. C'est vrai que la loi, elle s'est faite en fait, du coup, ça s'est fait en 2 temps. Sur cette majoration du coût contrat, il y a eu d'abord la loi sur la formation professionnelle fin 2018, où là déjà, il était noté qu'il y avait une obligation d'avoir un référent handicap dans tous les CFA. Il y a eu un travail autour d'une proposition de définition de ces missions. Il y a eu aussi un principe de majoration au financement du coût contrat qui a été posé. Et par rapport à cette majoration, l'ensemble des OPCO et Nuformation a assez rapidement acté pour une majoration à hauteur du maximum proposé par la loi, c'est-à-dire 50%. Ça a été valable dès la mise en application de la loi. Et après, il y a eu un second temps où le législateur a souhaité définir davantage les conditions d'obtention de cette majoration. Ça, c'est les principes qui sont posés dans le cadre du décret et de l'arrêté qui ont été publiés en fin d'année dernière et qui limitent du coup cette majoration pour tous les OPCO à 4 000 €. Donc, on déconnecte quelque part cette majoration du coût contrat en disant la compensation du handicap, elle n'a rien à voir avec la manière dont on calcule un coût contrat. Donc, c'est un plafond de 4 000 € pour tous. Ça pose le principe d'une évaluation individuelle des besoins. Et dans l'arrêté, il y a une grille composée de 6 modules sur lesquels vous êtes invités à positionner les différents types de besoins pour demander la majoration OPCO. Et la loi pose aussi que seuls les apprentis qui bénéficient d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier de cette majoration. On verra que ça regroupe pas forcément toutes les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, on en parlera tout à l'heure. Et ces nouvelles dispositions, elles ne s'appliquent que pour les apprentis qui sont rentrés en apprentissage depuis le 1er janvier 2021. Alors c'est vrai que cette loi, elle rappelle, parce que c'était déjà, il y a eu déjà des lois depuis 2000, la loi de 2005 et suite à la loi de 2006, des lois qui ont posé des obligations aux organismes de formation en termes d'aménagement de formation. On doit pouvoir proposer des conditions aménagées de formation aux personnes handicapées qui en ont besoin. Ces aménagements, elle rappelle aussi que ça suppose une évaluation, parce que sans évaluation individuelle des besoins, chaque personne est singulière, donc on ne peut pas standardiser les réponses. Et puis, pour réaliser cette évaluation, la loi pose que le référent handicap est invité à solliciter l'ensemble des compétences utiles. Donc l'idée, encore une fois, c'est que le référent handicap n'est pas seul et peut se faire accompagner. Et pour la première fois, il y a des moyens
qui sont accordés pour la compensation du handicap des personnes par le droit commun, donc par les OPCO. C'est les OPCO qui vont verser ces moyens complémentaires nécessaires à la compensation du handicap, alors qu'historiquement, quelque part, pour les apprentis dans le public et les apprentis dans le privé, c'était les deux fonds, FIP et AGFIP, qui intervenaient pour compenser le handicap, pour financer la compensation. Alors cette loi aussi, c'est vrai qu'elle elle met vraiment le référent handicap en première ligne, on va dire, par rapport à cette question de l'évaluation des besoins. Et elle pose que le référent handicap, c'est le responsable et le garant de l'évaluation des besoins et de la sécurisation des parcours. Donc lui, ça va être le grand chef d'orchestre du parcours, ça va être à lui d'organiser l'évaluation des besoins et la mise en œuvre. Et c'est lui qui élabore la demande de majoration de prise en charge auprès de l'OPCO. Comme je l'ai dit, il est même invité à mobiliser des ressources internes qui peuvent être ses collègues au sein du CFA, les formateurs, la direction aux besoins, etc. Et au besoin, bien sûr, de s'appuyer sur des compétences externes qui vont pouvoir, avec lui, venir évaluer le besoin lié au handicap. Voilà. Donc ça, c'est dans votre environnement, dans vos régions, vous avez des ressources externes qui peuvent vous aider. Le CFA va indiquer à l'OPCO le montant de la majoration, et pour ça, comme je le disais, il va positionner les besoins dans le cadre d'une grille, et il va adresser à l'OPCO la convention de formation et la facture. L'idée aussi, c'est que le CFA conserve toutes les pièces justificatives en cas de contrôle. On en reparlera probablement également. Alors du coup, c'est vrai qu'on se retrouve avec des contrats qui fonctionnent pas tous de la même manière, dont les coûts contrats sont différents et qui parfois peuvent bénéficier de la majoration, parfois non. Pour les anciens contrats, on va dire ceux qui datent d'avant septembre 2019, mais on sait que pour les personnes handicapées, les contrats peuvent aller jusqu'à 4 ans. Donc, on peut encore se retrouver dans le cas de contrats qui sont des anciens, qui relevaient précédemment des conventions régionales et donc dont les coûts contrats ont été fixés en préfecture, et cela ne bénéficie pas aujourd'hui de la majoration OPCO. Donc, la GFIP, elle interviendra directement et seule pour ces contrats-là en compensation du handicap. Après, entre septembre 2019 et décembre 2020, à ce moment-là, on a bien le nouveau coût de prise en charge fixé par les branches pour le coût contrat, et ces contrats bénéficiaient de la majoration, mais sur la base du pourcentage des 50%, comme on le disait tout à l'heure, de manière un petit peu standard, c'est-à-dire la personne bénéficiait d'une RQTH, la RQTH est cochée sur le CERFA, automatiquement l'OPCO va verser 50% du coût contrat en plus. Et il y a les nouveaux contrats, donc ceux qui sont signés à partir de janvier 2021. Ceux-là, l'OPCO continue à financer le coût contrat sur la base du coût fixé par les branches. Mais par contre, on rentre dans les nouvelles dispositions. Donc là, pour bénéficier de la majoration, l'idée c'est, à chaque fois je le dis, c'est comme les antibiotiques, le handicap, ça se traduit pas automatiquement par des difficultés. Et donc, finalement, cette majoration, elle ne sera versée par l'OPCO que s'il y a véritablement des contraintes, des difficultés liées au handicap, et du coup qui génèrent des besoins d'adaptation. Voilà. Alors, par rapport aux outils qui sont à votre disposition, on a bien sûr le décret et l'arrêté de la fin d'année dernière. La DGEFP a également publié un guide qui permet d'éclairer de manière pratique la manière dont ce décret peut se mettre en œuvre. Et puis, la DGEFP vient de publier aussi un tableau qui permet d'identifier les différents cas qui peuvent se présenter, et si la RQTH arrive en cours de parcours, et si donc ils ont essayé de poser les différents cas qui pouvaient poser question. Et par rapport à ça, la GFIP, elle propose en complément un outil d'évaluation en ligne pour vous aider à compléter la grille OPCO, parce que la grille qui est OPCO
elle est remplie quand déjà vous avez évalué, vous savez ce qu'il faut mettre dans chaque dimension de la grille. Par contre, au préalable, il faut évaluer. Donc, on propose cet outil-là, et cet outil, il est demandé systématiquement en cas de sollicitation à GFIP. On a aussi réfléchi à une nouvelle aide pour venir compléter le financement OPCO, une aide globale qui reprend l'intégralité des besoins complémentaires qui seraient au-delà des 4 000 € et qui pourrait être financé, qui sera financé directement au CFA. Donc, imaginons que vous ayez 6 000 € de besoin, vous demanderez 4 000 € à l'OPCO et puis 2 000 € à la GFIP, et il y aura une aide de 2 000 € qui pourra vous être financée directement. Et puis, ce qu'on propose également, c'est l'appui opérationnel des ressources handicap formation. Je reviendrai aussi sur leur offre de service. Merci Pascal pour cette présentation, ce rappel du contexte, de l'esprit de la loi aussi, qui est très important dans toute réforme. On l'a vu, une nouvelle modalité de financement des contrats, de majoration des contrats d'apprentissage pour les apprentis en situation de handicap, uniquement, donc qui va concerner ici uniquement les contrats conclus depuis le 1er janvier 2021, comme ça a été indiqué. Donc, vous vous posez sans doute maintenant la question de concrètement comment ça va se passer, la prise en charge à Uniformation. C'est tout l'objet de cette seconde partie. Auparavant, vous n'aviez pas de démarche particulière à faire. Pascal l'a dit, on majorait automatiquement à Uniformation de 50% les niveaux de prise en charge. Aujourd'hui, il y a une vraie démarche à mener. Et cette démarche, selon nous, elle va s'établir en 3 étapes. Et le montant, finalement, la définition du montant de majoration demandé à l'OPCO, c'est qu'une des finalités de cette démarche. Mais il faut bien avoir en tête que l'objectif aussi de cette réforme, c'est de pouvoir adapter au mieux chaque situation à chaque besoin d'apprentis en situation de handicap. Et donc, du coup, la première étape, elle va commencer par qualifier le besoin de l'apprenti à partir des 6 modules définis dans la grille. On a fait le choix de ne pas forcément représenter en détail l'arrêté du 7 décembre qui liste ces 6 modules, qui donne des montants de majoration indicatifs, et puis dans lequel il y a une annexe où il y a une grille en fait qui vous est proposée pour renseigner au mieux les besoins de majoration. On n'est pas rentré dans ce détail-là, mais si on considère que la plupart d'entre vous ont connaissance de ce document, et puis pour les autres, sachez qu'il sera de toute façon téléchargeable en fin de webinaire avec le PowerPoint. Mais ce qu'il faut retenir, voilà, c'est première étape, faire un point avec l'apprenti et puis avec toute personne ressource au sein du CFA ou en externe pour pouvoir comprendre finalement en fonction de sa situation, en fonction de son besoin, de son handicap, quelles adaptations et quels aménagements sont nécessaires sur chacun des 6 modules. Alors les 6 modules, encore une fois, ils sont donnés à titre indicatif. C'est pour vous aider aussi à essayer de voir tous les besoins qui pourraient exister. Et l'idée, c'est de les passer un par un et de voir là-dessus qu'est-ce qui va y avoir besoin comme aménagement, faire vraiment un point un petit peu qualitatif sur les besoins de l'apprenti. Et puis dans une seconde étape, vous allez avoir cette fois l'annexe à l'arrêté qui a proposé une grille, et cette grille, grâce à l'état des lieux que vous avez fait en première étape avec l'apprenti, vous avez vu quels sont les besoins, vous pourrez compléter cette grille en finalement transposant les besoins en montant financier. C'est-à-dire que pour ce besoin d'aménagement, pour ces besoins d'adaptation, ça va me coûter à peu près tant. Alors, les plus experts d'entre vous pourront sans doute définir facilement les montants sans s'appuyer sur cette grille. C'est comme vous le souhaitez, c'est vraiment un outil à la décision. Mais pour ceux qui en ont besoin, il y a des montants indicatifs. Si l'adaptation est forte, si l'adaptation est légère ou si elle est un peu entre les deux, on donne des montants indicatifs. Ensuite, dans l'idée, c'est de pouvoir du coup renseigner le montant demandé au titre de la majoration pour chacun des modules. Et puis, en faisant la somme de tous les montants demandés, la somme des 6 modules, on arrive à un montant total de majoration qui ne pourra pas dépasser 4 000 € pour la partie qui sera demandée à l'OPCO, on l'a dit tout à l'heure. Par contre, éventuellement, si les montants sont plus importants que 4 000 €, comme l'a rappelé Pascal, la GFIP pourrait aussi être mobilisée en complément. Mais l'idée, c'est vraiment là, je vais me positionner du côté OPCO. L'idée, c'est vraiment d'arriver à un maximum de 4 000 €. Et une fois que vous avez rempli cette grille, que vous avez le total du montant de majoration demandé, qu'est-ce que vous allez avoir besoin d'envoyer à l'OPCO? C'est premièrement le CERFA. Et sur le CERFA, il faut qu'il soit indiqué la mention que l'apprenti est en situation de handicap, et donc du coup, qu'il y ait la coche RQTH qui soit cochée.
Pour information, d'ailleurs, j'en profite, un nouveau CERFA est disponible, CERFA apprentissage est disponible depuis hier. Donc, pensez à bien utiliser la dernière version du CERFA, du contrat d'apprentissage. Donc, indiquer sur le CERFA que l'apprenti est en situation de handicap. Et puis, deuxième document, c'est la convention de formation. Et dans cette convention, il faudra faire apparaître le montant demandé au titre de la majoration des niveaux de prise en charge par année de contrat. Et c'est les seuls documents qui devront être envoyés à l'OPCO, donc finalement les mêmes documents que tout apprenti, seulement il faudra qu'il y ait des indications spécifiques qui soient indiquées dedans. Et aucun autre document, par exemple la grille qui est fournie en annexe de l'arrêté, elle vous est donnée à vous à titre indicatif, mais c'est à vous de la conserver et ensuite de pouvoir vous en appuyer pour mettre en place les adaptations nécessaires. Alors là, on a étudié le cas le plus simple finalement, où l'apprenti dispose de la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, dès le début du contrat. On l'a dit, c'est la loi nous impose de majorer les niveaux de prise en charge uniquement si l'apprenti dispose de la RQTH. C'est le seul document qu'on peut prendre en compte. Donc le cas le plus simple, on l'a vu, l'apprenti dispose de la RQTH en début de contrat. Mais on le sait, parfois, dans certaines situations, l'apprenti, quand il arrive au sein du CFA, il n'a pas encore la RQTH parce que, par exemple, il sort du système scolaire. Donc, du coup, il n'y avait pas de RQTH. Et évidemment, ce cas a été pensé. Ça n'empêchera pas la majoration du niveau de prise en charge. Et cette majoration pourra s'appliquer avec effet rétroactif sur toute l'année qui vient de s'écouler. En revanche, il y a une condition importante pour que ça puisse se réaliser, pour qu'on puisse prendre en compte cette majoration au titre de l'année écoulée, c'est qu'on reçoive les documents donc, qui vont être un avenant au CERFA indiquant que l'apprenti, à partir de telle date, dispose de la RQTH, et puis un avenant à la convention de formation pour indiquer le montant de la majoration. L'OPCO devra recevoir ces documents au plus tard avant le 10e mois de l'année de contrat. Pourquoi le 10e mois? Vous le savez, en fait, c'est en rapport avec la facturation des niveaux de prise en charge qui se fait en 3 temps par année de contrat. Et la dernière facturation se fait le 10e mois de l'année de contrat. Donc, on parle bien en année glissante, de septembre à septembre, par exemple. En tout cas, la dernière facturation se fait au moment du 10e mois. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir rattraper finalement la majoration pour toute l'année écoulée. Donc, si on reçoit les documents au plus tard le 9e mois de l'année de contrat, on pourra prendre en compte la majoration pour toute l'année écoulée. Si on reçoit ces documents après ce 10e mois, on prendra la majoration que pour l'année suivante. Et puis également, un dernier cas possible, c'est le montant de la majoration qui vient être réajusté pour la seconde année de contrat. C'est-à-dire qu'il y a un état des lieux qui a été fait initialement. Cet état des lieux, on se rend compte que finalement, il y a besoin de plus d'adaptation ou de moins d'adaptation. Et bien là aussi, c'est possible. Vous pourrez nous envoyer une mise à jour finalement de la convention de formation avec le nouveau montant de majoration demandé. Et on le prendra en compte pour la seconde année si on le reçoit entre le 10e et le 12e mois de la première année de contrat. Voilà les 3 grands cas. J'imagine que vous avez sans doute d'autres cas particuliers en tête. On a essayé d'être le plus généraliste possible ici, mais n'hésitez pas à poser vos autres cas par question et on essaiera d'y répondre en fin de webinaire avec les autres questions. En revanche, voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on ne demande, nous, OPCO, aucun autre document à part la convention de formation et le CERFA pour la majoration des niveaux de prise en charge. Dernier point, vous le savez, pour certains d'entre vous, Uniformation propose une plateforme unique pour toutes les démarches liées au contrat d'apprentissage pour les CFA. Cette plateforme, c'est le Web CFA. Vous pouvez sur cette plateforme suivre vos contrats, déposer vos factures et c'est sur cette plateforme que vous viendrez déposer les éventuels annexes à la convention de formation. Si c'est vous qui nous l'adressez, ça peut être aussi l'employeur. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore créé leur espace, n'hésitez pas à le faire si vous avez des apprentis à Uniformation. Et vous avez le lien directement sur le PowerPoint que vous pourrez télécharger après. Vous aurez le lien pour accéder à toute l'information sur cet espace et pour créer votre compte. Donc, n'hésitez pas dès que vous avez des apprentis Uniformation. Maintenant qu'on a abordé la majoration, un point je pense qu'un point important finalement tout au long de ce webinaire, c'est de bien avoir en tête que vous, référents handicap, vous n'êtes pas seul au sein du CFA et globalement, vous n'êtes pas seul pour accompagner l'apprenti en situation de handicap. Et du coup, l'AGFIP est à vos côtés aussi et c'est ce que va vous présenter maintenant Pascal, l'offre de service de l'AGFIP sur le sujet.
Alors, par rapport à cette réforme, c'est vrai que du coup, on a réfléchi à la manière dont on pouvait à la fois venir compléter le plus utilement les financements de l'OPCO, et puis comment aussi on pouvait venir en appui des CFA pour voilà l'appréhension de cette réforme qui est assez exigeante aussi quand même en termes de et puis de positionnement d'appui au positionnement de ce rôle du référent handicap qui est réaffirmé en fait par cette loi. Donc, par rapport à ces éléments, la GFIP, elle propose différentes choses. Elle propose d'abord un appui à l'évaluation des besoins des apprenants en situation de handicap. Et donc cet outil, il est disponible en ligne. On a mis le lien sur mais peut-être qu'on va le mettre aussi dans le chat. Mais ça permet à la fois de redonner. Alors, on a essayé de faire un outil qui soit aussi un outil informatif, donc de reprendre un petit peu l'ensemble des éléments. En fait, c'est quoi, ça veut dire quoi évaluer. Moi, CFA, c'est quoi mes obligations, sur qui je peux m'appuyer, etc. Donc, on a essayé de faire un outil un peu pratique, et puis qui propose aussi un onglet d'analyse en fait des besoins de manière beaucoup plus détaillée que celle de la grille OPCO, et puis aux différentes étapes du parcours, et puis aussi il y a aussi un onglet qui permet de suivre les aménagements, parce qu'on le voit, cette réforme, elle est beaucoup en amont, elle est beaucoup par rapport à ce qu'on prévoit de faire, mais c'est hyper important aussi de pouvoir suivre ces aménagements, et on sait que le référent handicap, il a le rôle de s'assurer aussi que les choses sont bien mises en place et de pouvoir les suivre. Alors, on a aussi décidé de maintenir de manière gracieuse les appuis à la compensation qui existent déjà. Et là, on pense à des prestataires d'appui spécialisés sur les différents champs de handicap, auteurs visuels, etc., qui sont proposés gratuitement aujourd'hui aux organismes de formation et qui permettent de venir éclairer par la connaissance du handicap, le contexte, enfin les éléments de contexte qui sont proposés et de proposer des aménagements. La possibilité de mobiliser les ressources handicap formation. Alors, les ressources handicap formation, elles sont là pour aider le référent à construire l'évaluation de besoins. Voilà, donc c'est vraiment dans cette logique situationnelle du handicap et de co-construction. Et au besoin, on en a parlé tout à l'heure, il y a une aide financière complémentaire qui peut être aussi versée directement au CFA. Et pour mobiliser cette aide, le CFA doit avoir conduit l'évaluation. Donc ça, c'est la même chose qu'avec l'OPCO, à partir de l'outil en ligne de la GFIP. Et cet outil a pour objet de vous faciliter après la complétude des 6 modules qui sont prévus dans le cadre de la grille OPCO. Je reviens un petit peu sur le rôle de ces ressources handicap formation. Ces ressources handicap formation, elles ont un positionnement un petit peu particulier parce qu'elles sont là pour faire le lien entre les acteurs. Donc, elles sont là pour aider, notamment le référent handicap du CFA, à co-construire ses parcours aménagés, c'est-à-dire à aider le référent handicap à se familiariser avec cette notion d'évaluation des besoins. Le handicap, c'est la rencontre entre une personne et un contexte. Voilà, donc de poser cette notion d'évaluation au regard de ça, d'apporter des outils au référent handicap et de l'aider justement à identifier les ressources externes qui va pouvoir associer pour conduire à la fois l'évaluation et puis conduire aussi mettre en œuvre des aménagements. Les ressources handicap formation, elles sont là aussi pour aider le CFA, alors la direction et les référents handicap, à réfléchir à une accessibilité pour tous a priori. C'est-à-dire avant même d'accueillir des apprentis, de penser à se dire, voilà, comment je vais pouvoir les identifier, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour tous, pour que chacun puisse trouver sa place au sein de mon organisme de formation, de proposer des temps de sensibilisation et de formation, et puis de partager vos pratiques, vos questionnements. On a prévu aussi, au niveau de chaque région, les ressources handicap formation s'organisent, souvent en lien avec les CARIFOREF et la GFIP, pour proposer des temps de réflexion en fait en commun sur certains sujets ou de création d'outils et de supports communs. Voilà. Alors si on reprend cette notion d'évaluation des besoins et de mise en œuvre des aménagements, on voit sur en fait tout le process. Il s'agit à la fois de repérer, d'identifier, d'évaluer, de solliciter des financements,
de mettre en œuvre les aménagements et de les suivre. Tout ça, c'est la mission du référent handicap. Et ce qu'on n'arrête pas de marteler, c'est qu'effectivement, surtout, ne restez pas seul par rapport à ça. Faites-vous aider. Donc, il y a des appuis internes et externes mobilisables. La question du repérage, elle est très sensible sur l'apprentissage parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Souvent, ils ne vont pas dire qu'ils sont s'ils sont handicapés. Alors des fois, ils n'ont pas de reconnaissance pour une majorité d'entre eux. Ils osent pas le dire parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés ou d'être rejetés. Et donc, effectivement, comment moi je m'organise au sein de mon organisme de formation pour rassurer et pour identifier la personne handicapée, voir quelles difficultés. Et souvent, finalement, vos tests de positionnement, ils peuvent être intéressants. J'avais l'exemple récemment où effectivement un CFA, à travers son test de positionnement ROC, s'est aperçu qu'un jeune avait des gros problèmes 10, qu'il avait des gros problèmes de lecture, d'écriture, de comptage, de compréhension d'éléments. Donc en fait, il y a un certain nombre de choses qui vous permettent de repérer la situation. Une fois que vous avez, et puis vous voyez comment le jeune ou le moins jeune d'ailleurs, parce que se comporte, les difficultés qu'ils peuvent avoir en termes de comportement vis-à-vis des autres, en termes de difficultés de compréhension, etc. Et à partir de là, il va falloir identifier les compétences utiles à associer pour travailler avec vous. Enfin, finalement, je vois que là, je suis un peu en limite. J'ai peut-être essayé de lui proposer des choses et je vois que ça marche pas trop. Comment je peux faire pour évaluer de manière globale, situationnelle, les choses? Donc, très probablement, vous appuyez sur l'histoire de la personne. C'est vrai que les personnes, elles peuvent avoir été accompagnées par un ITEP, elles peuvent avoir fait une prépa dans le cadre avec un CFAS, elles peuvent avoir été en classe Ulysse, et des coordonnateurs des fois peuvent aussi venir vous aider, vous parler un peu de la manière dont ça s'est passé préalablement. On a aussi, nous, nos prestataires d'appui spécialisés. Il peut aussi avoir un référent de parcours, notamment pour les plus jeunes, les missions locales, elles ont aussi une offre de service qu'elles peuvent mobiliser en complémentarité pour sécuriser le parcours de la personne et pour sécuriser aussi l'après. Donc, il y a un nombre de compétences à associer. Bien sûr, vos formateurs aussi, parce que finalement, le contexte proposé, la pédagogie qui est proposée, l'organisation des cours, est-ce qu'il faut monter des escaliers, voilà, comment ça se passe, j'ai quoi comme support pédagogique, voilà, j'ai quelles attentes, c'est hyper important d'associer bien sûr l'interne, et c'est toutes ces personnes-là qui ensemble vont pouvoir identifier les difficultés et proposer des solutions d'aménagement raisonnable. Bien sûr, après solliciter les financements de l'OPCO et éventuellement en complément de la GFIP, mettre en œuvre ces aménagements, et on insiste vraiment sur le fait de suivre ces aménagements. Le décret, il pose que chaque année, les besoins doivent être réévalués parce que le contexte que vous proposez, la formation, les attentes pédagogiques, elles sont différentes d'une année à l'autre. Donc, quelque part, dès qu'on fait évoluer un élément de contexte, la personne aussi peut avoir une dégradation de son état de santé pour telle ou telle raison, et donc il peut y avoir des éléments qui fait que vous allez devoir réévaluer. Mais de manière systématique, on vous demande de poser un temps de réévaluation chaque année pour faire le point sur ce qui a bien fonctionné l'année dernière, qu'est-ce qu'on attend pour cette année-là, qu'est-ce qui peut poser des difficultés pour pouvoir vraiment être dans une sécurisation au long cours du parcours. Alors, ce qu'on a donc dit avec Jean-Christophe, c'est que surtout, vous n'êtes pas seul. Des appuis externes existent. Mobilisez-les. Si vous savez pas qui mobiliser, mobilisez les ressources handicap formation. Elles sont là pour vous aider à repérer les bons acteurs qui vont pouvoir vous aider et vous aider dans cette méthodologie d'évaluation des besoins. La situation du handicap, c'est vraiment le fruit d'une rencontre entre une personne dont certaines de ses capacités sont altérées et un environnement. Donc, ça veut dire que dès que vous agissez sur un environnement, dès que vous bougez quelque chose, si pour une personne qui a des problèmes visuels ou qui est très sensible, par exemple, à la lumière, si vous proposez un positionnement dans la classe différente, ou si jamais vous mettez des petits stores pour atténuer la lumière, eh ben ça va complètement changer sa situation de handicap et la personne, elle a rien bougé de son côté.
Cette réforme, elle donne de nouveaux moyens pour agir sur le contexte de formation proposé. Et quand on regarde en fait la configuration des modules, on voit bien que par rapport à la logique, enfin au sens de cette loi aussi, c'est vraiment d'aider les CFA à réfléchir sur leur pédagogie. Parce que quand vous voyez les montants indicatifs sur la pédagogie, la majorité du financement, le montant indicatif, c'est 3 000 euros. Donc, en fait, ça veut dire que clairement, cette loi, elle vise à vous donner plus de moyens pour réfléchir à votre pédagogie, la faire évoluer. Et en fait, on s'aperçoit très souvent que quand on fait bouger des choses, par exemple, quand on fait des fiches de manière plus claire, qui permettent une compréhension plus directe des consignes, etc. Mais quelque part, il y a bien d'autres personnes dans dans la classe ou dans le groupe qui eux aussi peut-être avaient des difficultés qui étaient moins prégnantes, mais qui vont trouver aussi une grande satisfaction au fait que les choses aient été revues pour permettre une meilleure compréhension et une compréhension plus facile. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que chaque cas est vraiment singulier. Il n'y a pas de recette miracle pour tous. Tout n'est pas forcément coûteux. Il y a des aménagements qui coûtent pas grand-chose. Je voyais aussi récemment un ITEP qui avait proposé, parce que la personne voulait pas être stigmatisée en cours, un système de codage pour éviter pour qu'il puisse exprimer, enfin sans exprimer, pas exprimer verbalement, mais exprimer physiquement une difficulté et que l'enseignant comprenne sa difficulté. Donc il y a des petites choses des fois qui peuvent être faites, qui ne coûtent rien et qui pourtant changent vraiment les choses pour la personne. Il faut savoir qu'on se situe dans le cadre d'un aménagement raisonnable. Alors, cette notion d'aménagement raisonnable, elle est assez complexe, mais ça veut dire que quelque part, on cherche surtout à faire en sorte d'offrir les conditions qui permettent un égal accès à la qualification, on va dire, faire en sorte que les personnes handicapées, elles aient autant de chances que les autres de se qualifier. Et aujourd'hui, bien souvent, on voit que finalement, il y a un accès à la qualification qui est moindre, ou il y a des abandons qui sont importants. Si on part sur la slide suivante, ce qui est important aussi de retenir, et ça c'est vraiment important, c'est que le handicap, ce n'est pas la maladie. On peut parler du handicap, tandis que la maladie va plus relever du secret médical. Le handicap, ce qui est important, c'est pas de connaître la pathologie, c'est pas de savoir que la personne, elle a été opérée 3 fois, qu'elle a une dystrophie de je sais pas quoi, mais c'est surtout, voilà, par rapport au quotidien, enfin, à son quotidien, et par rapport au contexte de formation, ça va se traduire par quoi comme difficulté? Est-ce qu'elle va réussir à bien comprendre? Est-ce que sa fatigue va l'empêcher en fait de se concentrer et du coup elle va avoir des difficultés à retenir les choses et du coup on peut proposer des petits outils facilitants pour l'aider. Mais en fait on n'est pas du tout dans l'interrogation sur la maladie ou sur l'histoire de sa santé. Donc ce n'est pas tabou. L'idée c'est vraiment de questionner des difficultés éventuelles. Voilà. Et du coup, le handicap, ce n'est pas une affaire de spécialiste. C'est pas une affaire de super spécialiste. C'est pas une affaire médicale. C'est l'affaire de tous parce que le handicap, la situation de handicap, elle est aussi créée par le contexte. Et le spécialiste du contexte de formation, c'est vous, en fait. Et c'est pour ça que travailler à la compensation du handicap, c'est vraiment organiser le croisement de compétences complémentaires. C'est ensemble qu'on peut le mieux être dans un aménagement raisonnable. Vous, centre de formation, vous êtes expert en pédagogie. Vous connaissez, vous vous questionnez tous les jours. Moi, je sais que les formateurs se questionnent sur la manière dont ils peuvent transmettre la connaissance aux personnes dont ils ont la charge. Donc, expert en pédagogie, et vous êtes aussi expert dans le contexte que vous proposez, vous le connaissez bien. Vous savez ce qui est disponible dans votre organisme de formation, ce qui est possible de faire. La personne, bien sûr, elle est experte de son parcours, elle a une histoire, elle a souvent déjà connu des difficultés, voire été accompagnée, voire bénéficié de compensation du handicap. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de l'écouter. Le référent de son parcours antérieur qui à accompagner la personne vers l'apprentissage, qui peut aussi donner des éléments qu'est-ce qui lui a permis de valider ce projet, etc. Qu'est-ce qu'il a mis en œuvre peut-être pour travailler aussi les freins liés au handicap. L'entreprise, bien sûr, qui est très importante à associer parce c'est quand même le lieu sur lequel les enseignements théoriques vont être mis en pratique.
Et quelque part, on le voit, les contraintes sont pas du tout les mêmes parce que le contexte est différent, les attentes sont différentes et on peut avoir pour une même personne, parfois une situation qui se passe très bien en entreprise et puis au contraire beaucoup de difficultés parce qu'on est plus sur un cadre plus scolaire au niveau du centre de formation, du CFA. Et c'est vraiment intéressant de mettre les deux en lien parce que on peut du coup sécuriser plus globalement le parcours. Et puis, un ou plusieurs experts du handicap, vraiment là, qui vont bien apporter leur connaissance de la déficience. Il y a aussi des aides techniques, elles évoluent sans cesse. Donc, il y a aussi beaucoup d'aides techniques qui peuvent être utiles. Alors, ça peut être des logiciels spécialisés, mais ça peut être aussi des stylos qui permettent de lire, des logiciels lecteurs qui permettent de lire et d'écrire en même temps. Enfin, il y a plein de petites ou de moins petites adaptations qui peuvent être proposées, qui peuvent être très pratiques en formation par ces experts-là, qui ont aussi cette vocation de se tenir au courant des évolutions technologiques. Voilà, et c'est vraiment cet ensemble de compétences qui sont importantes. Ce qu'on souhaitait aussi vous préciser, c'est que ces modalités d'intervention de la GFIP, c'est-à-dire une grille, enfin une proposition aussi d'outils d'évaluation des besoins, et puis une intervention de cette manière-là avec une aide globale au CFA, elle est aussi valable pour les organismes de formation et elle est valable pour toutes les personnes, quel que soit leur statut. Nous, on s'est dit, finalement, cette loi sur l'apprentissage, c'est super, parce que ça pose vraiment... Alors, c'est exigeant pour vous, on en a vraiment conscience et c'est pour ça qu'on souhaite vous accompagner. Mais c'est super parce que elle vise vraiment à reposer aussi les obligations de chacun, à remettre au centre le rôle du référent handicap au sein des CFA. Et puis, elle donne des moyens au CFA pour aménager les parcours. Ce qu'on s'est dit, c'est que quelque part, il était logique que toute personne en situation de handicap, qui soit salarié en formation, qui soit stagiaire de la formation, demandeur d'emploi, stagiaire de la formation professionnelle, ou alternant en contrat pro aussi, puisse aussi bénéficier dans les mêmes conditions d'aménagement. Alors bien sûr, il n'y aura pas la majoration OPCO, mais par contre, ce qu'on propose, c'est vraiment la même méthodologie d'évaluation, les mêmes appuis, les mêmes aides. Et à ce moment-là, la GFIP pourra intervenir seule, voilà, en compensation du handicap. Et également l'appui des ressources handicap formation. L'idée, c'est vraiment que progressivement, ensemble, on arrive à construire un droit à la formation plus inclusif, voilà, où les personnes handicapées trouvent davantage leur place et se qualifient, encore une fois, dans les mêmes conditions que les autres. Alors, avant de vous donner la parole pour répondre à vos questions, il nous semblait important de terminer par un point un peu sur nos engagements respectifs à GFIP, au Co-Uniformation, sur le sujet de l'alternance et du handicap. On va commencer par les engagements à GFIP. Alors, la GFIP, elle s'est vraiment engagée auprès des pouvoirs publics et puis des OPCO à soutenir cette réforme. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on intervient aujourd'hui, c'est-à-dire dans un premier temps faire en sorte que tout le monde connaisse les grands principes de cette réforme et les complémentarités en termes d'appui et de financement qui sont proposés par la GFIP. Donc, on a mis un peu tout le monde sur le pont, nous, enfin, au niveau national, mais aussi les délégations régionales, mais aussi les ressources handicap formation. Elles ont toutes été sensibilisées à l'évolution de cette réforme et elles sont là pour venir en appui. Mobiliser bien sûr nos fonds de manière complémentaire par rapport aux OPCO. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est nous engager dans une démarche continue d'amélioration des appuis et des outils qu'on propose. L'idée, c'est vraiment, alors là, cet outil en ligne, par exemple, que j'ai évoqué, l'idée, c'est qu'on fasse un petit arrêt sur image avant l'été pour se dire, bah voilà, est-ce que ça vous est vraiment utile? Est-ce qu'il y a des choses à faire évoluer? Voilà, comment on peut aussi, à chaque fois, re-questionner nos appuis et nos outils pour qu'ils soient le plus pratique possible et le plus opérant possible. Et ce sera fait avec vous. Côté de l'OPCO, le développement de l'apprentissage d'un côté et l'intégration en emploi des personnes en situation de handicap de l'autre, c'est deux enjeux d'importance pour l'OPCO.
Et évidemment, derrière l'OPCO, il y a les branches professionnelles. Et la plupart de nos branches professionnelles sont mobilisées sur ces deux sujets-là. On est vraiment à une croisée des chemins entre des objectifs de développement partagés, finalement. Et d'ailleurs, ça se voit avec de nombreux accords alternance dans nos branches professionnelles, mais aussi des accords spécifiques handicap. Et on commence aussi à avoir des actions concrètes sur ce sujet, mises en place notamment par les branches, mais en lien avec l'OPCO et avec tout un tas de partenaires. Un exemple, par exemple, c'est une certification qui a été ouverte. On a deux branches professionnelles, la mutualité et les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance. Ces deux branches professionnelles ont souhaité travailler avec un CFA, avec l'OPCO, avec le Cap Emploi et puis la GFIP aussi pour ouvrir une promotion uniquement réservée aux personnes en situation de handicap et une promotion de formation en apprentissage. On est vraiment là typiquement dans le double enjeu de développer le recours à l'apprentissage, développer l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, l'accès à l'alternance, à une certification et derrière l'accès à l'emploi évidemment pour ces personnes aussi en situation de handicap. Plus globalement, on l'a rappelé tout à l'heure, Uniformation s'était engagée dès la réforme pour que pour tous les contrats hors convention régionale de 2019, on puisse appliquer la majoration de 50% des niveaux de prise en charge, puis tous les contrats en 2020. Et puis, pareil, on a essayé de se mobiliser au plus tôt pour pouvoir vous proposer une procédure simplifiée et prendre en compte cette nouvelle réforme dès le 1er janvier 2021 sur cette nouvelle majoration des niveaux de prise en charge. Et puis également, ce webinaire en est l'exemple, mais un partenariat national avec la GFIP se finalise en ce moment. Mais on a aussi des collaborations territoriales pour que on ait une dynamique qui se mette en place aussi sur chacun des territoires, avec les directions régionales de la GFIP et d'Uniformation, avec le réseau des Cap Emploi, etc., etc. Et d'ailleurs, finalement, cette dynamique s'inscrit dans une dynamique plus globale pour l'OPCO de développement du recours à l'alternance. Et cette nouvelle dynamique nous a poussé à développer une offre de service sur le sujet de l'alternance. Et cette offre de service s'appuie sur plusieurs piliers. Le premier, c'est notamment un parcours de recrutement en ligne sur notre site internet, un parcours de recrutement en alternance, avec un objectif de proposer à nos adhérents, bien sûr, mais également aux bénéficiaires, également aux partenaires, différents outils et services autour de l'alternance mobilisables à tout moment et en fonction du besoin. On peut mobiliser tous les services ou uniquement un service ou un outil pour un besoin bien précis. On va par exemple avoir de l'information évidemment générale, de l'actualité, mais également un simulateur du coût de recrutement en alternance, prenant en compte les spécificités de nos branches, prenant en compte les différents cas particuliers possibles, comme le handicap par exemple, où on va avoir des aides de la GFIP qui seront proposées dans le simulateur. On va prendre en compte aussi les situations particulières comme le contexte actuel avec les aides exceptionnelles actuellement, etc., etc., dans l'optique de donner une indication financière qui soit la plus précise possible notamment pour nos adhérents. On a également un outil qui s'appelle Alternance Connect qui va permettre à un employeur venant avec un besoin de recrutement sur un métier d'avoir connaissance des certifications professionnelles menant à ce métier et ensuite des organismes de formation ou des CFA qui proposent cette certification en alternance sur son territoire. On a également différents outils, guides, documents. On propose des formations pour les tuteurs, maîtres d'apprentissage, des formations qu'on va dire clés en main. Nos adhérents ont juste à inscrire leurs salariés. On s'occupe des démarches administratives et du financement de la formation. Et puis, évidemment, on propose à nos adhérents la saisie en ligne des contrats en alternance pour leur recrutement. Et puis d'autres outils à venir, comme des outils autour de la présentation, valorisation des métiers, etc., etc., avec l'objectif vraiment de proposer tous les services possibles pour faciliter le recours à l'alternance pour toutes les parties. Et puis un deuxième pilier de notre offre de service, ça va être l'aspect territorial, puisqu'on est convaincu aussi que c'est sur les territoires que pourront se développer finalement les projets de la manière la plus concrète possible. Et on a des délégations régionales qui sont présentes sur chacun des territoires, en France et aussi dans les DOM. On a des référents alternance qui sont dans chacune de ces délégations régionales depuis 2019. Et puis, on est évidemment dans les délégations régionales à disposition de nos adhérents pour les accompagner, les employeurs, sur le recrutement ou toutes les questions autour de l'alternance. On propose des permanences téléphoniques autour des vendredis de l'alternance. Mais au-delà de ça, on souhaite aussi aller à la rencontre des CFA, des organismes de formation présents sur chacun des territoires et qui forment au métier de la cohésion sociale. Peut-être que certains d'entre vous, CFA, avaient déjà rencontré d'ailleurs nos conseillers. On va également aller à la rencontre des partenaires potentiels sur chacun des territoires. On a parlé évidemment de la GFIP, mais ça peut être aussi tous les prescripteurs de l'emploi. Ça peut être différents acteurs en fonction des projets, l'APEC, le conseil régional, les directs aussi, etc., etc.
Et l'objectif, c'est vraiment de se placer en tant que facilitateur sur les territoires avec tous ces acteurs pour pouvoir, encore une fois, développer au mieux l'apprentissage pour tous les publics et notamment, du coup, les publics aussi en situation de handicap. Voilà pour cette présentation qu'on voulait assez générale sur le sujet, qu'on voulait assez large finalement. Et comme promis, on va maintenant passer à vos questions. Vous en avez sans doute posé déjà depuis le début de cette présentation. On va essayer d'en répondre à un maximum. Toutes les questions qu'on n'aura pas forcément eu le temps de poser, on reviendra vers vous pour vous apporter aussi une réponse à ce sujet. Et puis voilà, juste avant, je voulais quand même remercier déjà vous de nous avoir écoutés et puis aussi notre partenaire l'AGFIP pour sa présentation aujourd'hui et sa présence à ce webinaire. Voilà, place à vos questions maintenant. Si je peux me permettre, Jean-Christophe, je remercie aussi l'OPCO, Uniformation, nous avoir associés. Je crois que vraiment, et puis on le voit, cette réforme, c'est vraiment comment on travaille la collaboration, et on croit beaucoup qu'on avancera en fait par la collaboration. Alors la collaboration interinstitutionnelle au niveau plus politique, et aussi la collaboration très pratico-pratique autour d'une situation d'une personne. Si je peux me permettre encore une petite chose, c'est que je voulais informer aussi, profiter de ce temps aujourd'hui par rapport aux aides de l'AGFIP. On a mis en place des aides exceptionnelles pour cette période Covid. Et les aides exceptionnelles concernant l'alternance, elles sont maintenues pendant toute l'année 2021. Donc jusqu'au 31 décembre, on a majoré les aides au contrat, à la signature du contrat aux employeurs. Donc voilà, je tenais à le signaler aujourd'hui. Et d'ailleurs, je rappuie aussi sur le fait que les documents, différents documents, notamment autour des ressources handicap, formation, etc., seront disponibles à la fin du webinaire. N'hésitez pas à les télécharger, des fiches d'information, etc., etc. Je crois qu'on a, des questions qui commencent à, on a eu des questions du coup, donc on va commencer à les traiter. Peut-être Pascal, je vous laisse traiter la première. Alors, on a une question très directe qui vient de la région Nouvelle-Aquitaine, parce qu'en fait, comme je le disais, chaque région a aussi ses spécificités, ses ressources propres. Et la première question, c'était est-ce que la majoration de 4 000 € peut être cumulée avec les aides en lien avec la procédure AXEA? La procédure AXEA ne concerne que la Nouvelle-Aquitaine. En fait, c'est quoi la procédure AXEA? C'est en fait une procédure. En fait, c'est une évaluation des besoins qui a été mise sous un contexte beaucoup plus avec vraiment une procédure en fait qui permet de solliciter une évaluation des besoins, d'associer un collectif, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que finalement cette procédure AXEA, elle permet l'évaluation des besoins. Et quand on regarde la grille d'évaluation des besoins qui est posée dans le cadre d'AXEA, elle est très similaire à notre outil d'évaluation en ligne, l'outil d'évaluation que la GFIP a posé en ligne. Donc, bien sûr, cette majoration, elle s'inscrit en fait finalement dans le cadre d'une évaluation via la procédure Nouvelle-Aquitaine AXEA. Alors la deuxième question, c'est qu'on demande s'il y a un plafond de prise en charge complémentaire de la GFIP. Alors en fait non, ça veut pas dire non plus que ça peut partir dans tous les sens. Comme on le disait, on est dans un cadre d'aménagement raisonnable. Nous, on est en train de travailler. On va quand même travailler un certain nombre de choses. On va proposer à nos délégations régionales une grille un peu de repères de coûts, parce qu'il nous semble quand même important de donner un certain repère par rapport au coût. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le CFA fasse aussi de plus en plus les choses. Mais en fait, on peut pas non plus facturer n'importe quoi, n'importe comment. Ça dépend aussi si la compensation elle est mise en œuvre par un formateur, si finalement c'est du secrétariat parce qu'en fait c'est de la transformation de documents, c'est un preneur de notes, etc. Il y a quand même un certain référentiel de coûts sur lesquels on peut s'appuyer. Et ça, on va le mettre en œuvre. Donc l'idée, c'est d'être dans un cadre d'aménagement raisonnable. Ce qui peut paraître un peu irraisonnable aussi actuellement, et ce sur lequel on va travailler également ensemble, c'est tout ce qui concerne la mobilisation des aides humaines. Les aides humaines, c'est des coûts extrêmement importants. On me parlait là très récemment sur un parcours justement d'une personne. La mobilisation, alors d'interprètes, par exemple, en langue des signes, souvent il y a 2 interprètes qui sont mobilisés parce qu'il y a des temps. Si on mobilise 2 interprètes sur toute la durée de la formation, on peut vite arriver à des coûts, c'est-à-dire pour une année, il nous est arrivé de voir des 40 à 50 000 €
de coût de la compensation. On peut se demander si ça reste raisonnable. Et surtout, l'idée pour nous, c'est de dire qu'est-ce qui peut être bougé dans le contexte qui fait qu'en fait, on va positionner l'interprète juste à des moments nécessaires. Voilà. Et le coût d'un interprète, le coût d'un interface, le coût d'un codeur LPC, c'est pas non plus les mêmes. Donc voilà, il faut regarder tout ça. J'ai une autre question. Les montants indicatifs pourraient donc être ceux des aménagements financés par l'AGFiP. Alors, les montants indicatifs pourraient être ceux des aménagements. Alors, je comprends pas bien la question, en fait. Mais du coup, je sais pas si c'est les montants indicatifs posés dans le cadre de la grille OPCO ou les montants indicatifs que j'évoquais par rapport aux tarifs. Mais c'est sûr qu'en fait, voilà, on est dans un cadre d'aménagement raisonnable. C'est quelque chose sur lesquels il faut tenir compte. Est-ce que c'est raisonnable d'avoir 50 000 € d'aménagement, de mettre en place une aide humaine tout le temps, alors qu'en entreprise, ce sera peut-être pas possible, quoi. Enfin, l'idée, c'est aussi de préparer à l'emploi. Alors, une question très intéressante qui nous arrive. Une personne qui a une RQTH, mais qui a donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais qui ne veut pas le dire à l'entreprise, et donc j'imagine pas au CFA. Comment faire les demandes de financement pour l'aménagement de la formation? Et alors, déjà, premièrement, effectivement, alors je vais répondre du côté OPCO juste pour la partie majoration qui va être très rapide, et puis je laisserai la parole, je pense, à Pascal qui pourra compléter. Effectivement, là, on a une difficulté, c'est que si la personne ne souhaite pas indiquer sa RQTH, évidemment, on ne pourra pas faire apparaître cette information sur le SERFA, vu que vous ne le saurez pas. Et c'est son choix de le dire ou pas. Donc, évidemment, pour la partie majoration de la part de l'OPCO, dans ce cas-là, on ne pourra pas faire intervenir la majoration des 4 000 €. Maintenant, je pense que la question était plus de fond, donc peut-être que je vais laisser répondre Pascal là-dessus. Alors ça, c'est un cas, je pense, qui est pas que vous rencontrez relativement souvent, parce qu'en fait, souvent les personnes, elles veulent pas être stigmatisées, elles pensent que ça va être mal vu ou qu'elles vont être donc effectivement, elles veulent pas forcément le dire à l'entreprise, surtout s'il n'y a pas de difficulté particulière en entreprise. Par contre, alors du coup, ça va passer vraiment par le dialogue avec la personne, peut-être avec son environnement, pour faire comprendre en fait que ça s'appelle reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ça veut pas dire que que le fait de cocher le CERFA, qu'on va le prôner sur tous les toits au niveau de l'entreprise, que tout le monde dans l'entreprise va être au courant. Ça peut juste être entre le tuteur ou le référent dans l'entreprise et la personne, et on peut se parler par rapport à ça et de faire en sorte que ce soit pas connu de tous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où la personne a des difficultés, l'enjeu d'un contrat en alternance, c'est bien quand même d'arriver à la qualification et de réussir son parcours. Si elle connaît des difficultés dans le cadre du CFA, cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ça va vous permettre, vous, de mobiliser des moyens, de donner des moyens pour aménager le parcours. Et du coup, il faut vraiment que la personne prenne conscience que refuser de cocher cette case-là, c'est aussi ne pas permettre la mise en place d'aménagements qui vont être adaptés pour elle et qui vont lui permettre de sécuriser son parcours. Après, je pense que il faut discuter autour de ces peurs qui sont là et faire en sorte de rassurer la personne par rapport à la confidentialité aussi des informations qui peuvent être transmises. Et peut-être pour compléter, Pascal, si toutefois l'apprenti a parlé de cette RQTH au référent handicap du CFA, donc il est au courant, mais c'est vraiment à l'entreprise qui ne veut pas l'indiquer, est-ce que la GFIP peut quand même accompagner le CFA dans les mises en œuvre sans que la RQTH soit précisée sur le CERFA, ou c'est pas du tout possible? Non, dès lors où la personne elle a la RQTH, on va solliciter, on va demander à ce que le CFA mobilise la majoration co puisqu'il y a droit, en fait. Et quelque part, le fait de déclarer une RQTH et qu'il n'y ait pas de difficulté en entreprise, c'est un très bon signe parce que ça montre aussi à l'employeur que quelque part, RQTH ne veut pas toujours dire problème et que si on déclare la RQTH que quand il y a des grosses difficultés, ben voilà, on se dit handicapé, problème, handicapé, problème. En fait, non, il y a plein de personnes qui ont des difficultés, qui ont des reconnaissances et pour lesquelles ça se passe très bien en emploi. Donc, je pense que c'est aussi c'est important. Voilà. Et nous, de toute façon, on est en complémentarité. Donc, dès qu'il y a un droit qui peut s'exercer, on demande à ce que ce droit s'exerce.
Très bien. Et donc, pour compléter, là, je reviens du côté OPCO. Même si la RQTH est déjà obtenue depuis un moment, mais que vous n'en avez pas connaissance, à partir du moment où vous en avez connaissance, vous pouvez faire les avenants CERFA, avenants convention, et nous envoyer les documents pour qu'on prenne en compte la majoration de notre côté aussi OPCO. C'est pas le deuxième cas dont je parlais tout à l'heure, c'est pas juste quand la RQTH arrive en cours de contrat. C'est aussi quand vous en avez connaissance en cours de contrat. Évidemment, c'est la même procédure. Alors, quelle autre question? Alors, on a une question. Les entreprises ayant un apprenti RQTH peuvent-elles prétendre, elles aussi, à des aides? Comment les activer? Alors, c'est une question assez large. Euh, il faudrait peut-être préciser la question parce que là, j'avoue que de quelle aide on parle exactement, n'hésitez pas à préciser la question du coup. Sauf si Pascal, peut-être vous avez des éléments de réponse. Alors après, pour compléter, c'est vrai qu'on est dans un contrat d'apprentissage. Un contrat d'apprentissage, il est tripartite. Il y a une entreprise, un organisme de formation et une personne. L'entreprise et l'organisme de formation, ils ont tous les deux des droits et des devoirs vis-à-vis de l'apprenti. Et du coup, l'entreprise en son sein, elle a aussi l'obligation d'aménager le parcours, l'obligation de sécuriser le parcours, et elle peut tout à fait réaliser un aménagement de la situation de travail au besoin. Cet aménagement de situation de travail, elle peut être financée pour les entreprises privées par la GFIP. Voilà. Donc en fait, il y a des aides au CFA pour aménager les parcours, il y a des aides à l'entreprise pour aménager les parcours, et on voit que là dans le décret, il y a aussi des temps complémentaires qui sont donnés au CFA pour faire ce lien entre les aménagements d'entreprise et les aménagements au CFA. Mais effectivement, c'est aussi de logique. Chacun porte ses obligations. C'est vrai aujourd'hui aussi, je vois la question sur la fonction publique. C'est vrai qu'on a du coup, on n'a pas aujourd'hui les mêmes modalités de financement des contrats parce que les contrats dans la fonction publique ne sont pas financés par les OPCO. Et donc, du coup, on a des modalités de financement à la fois des contrats et de la majoration du co-contrat qui sont différents. Donc, effectivement, pour les apprentis de la fonction publique, il y a le FIPF-CHFP qui peut intervenir. Faut voir aussi comment sont financés les contrats et qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on met dans le co-contrat. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est à dialoguer du coup plutôt côté fonction publique. Alors, on a une question sur les CFA hors les murs. En tant que CFA hors les murs, nous n'avons pas forcément toujours accès à l'aspect pédagogique, ce qui génère pour moi des difficultés, notamment sur les troubles 10. Quels conseils pourriez-vous me donner? Puisque certains CFA hors les murs, effectivement, ne gèrent pas l'aspect pédagogique, ne gèrent pas la formation finalement. Ils s'appuient sur des entités autres qui gèrent la formation. Et donc, on a un référent, j'imagine, handicap dans le CFA hors les murs, puisque c'est bien là que doit être le référent au sein du CFA. Et voilà, est-ce que, Pascal, vous avez déjà rencontré ces situations où j'imagine que la première étape, c'est peut-être d'essayer de communiquer au mieux avec les formateurs des UFA. Mais est-ce que vous avez d'autres conseils peut-être? Est-ce que vous avez rencontré cette situation? En fait, c'est exactement ce qu'on disait sur cette méthodologie d'évaluation des besoins. En fait, donc il y a un référent handicap, il y a une personne et qui intervient dans son parcours autour. S'il y a un CFA ordinaire entre guillemets, un CFA hors les murs pour la pédagogie, une entreprise, etc. Il faut absolument associer l'ensemble de ces personnes pour qu'ensemble elles travaillent en fait. Et quelque part, voilà, c'est une configuration un petit peu particulière, mais quelque part, c'est comment on associe en fait tous les protagonistes du parcours pour réfléchir ensemble et partager justement les difficultés. Oui, c'est vrai que là, c'est vraiment une situation particulière pour les CFA hors les murs. Vous intervenez pas sur la pédagogie du tout, mais sur cet aspect-là, en tant que référent handicap, c'est peut-être le moment justement d'associer tous les formateurs, hein, d'ailleurs, de tous les UFA pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Ça peut être un axe de travail puisque c'est vrai que ça change des pratiques habituelles. Sans remettre en cause, l'idée aussi derrière, c'est peut-être il n'y aura pas de remise en cause de la pédagogie, hein, si c'est ça aussi qui peut inquiéter. C'est vraiment essayer de tous travailler ensemble sur le sujet, tout simplement. Sur des 10, quand même, à mon avis, la pédagogie, il va falloir quand même l'aménager. Pardon, je me suis mal exprimé. C'est pas une remise en cause complète de la pédagogie pour tous les apprenants. C'est vraiment que pour ces situations-là. Pardon. Merci, je me suis mal exprimé. Effectivement. Mais c'est vrai que l'idée, c'est vraiment comment on se met. On voit que cette notion d'inclusion, elle implique beaucoup plus le travailler ensemble.
Il faut qu'on arrive à développer des espaces de coopération. C'est pour ça qu'on a créé les ressources handicap formation, pour qu'elles soient facilitateurs de développement d'espaces de coopération. C'est à travers cette coopération-là qu'on pourra avancer, en fait. On a une autre question, et alors qui du coup qu'on peut élargir un peu. La question c'est, nous avons un alternant en situation de handicap qui a des difficultés en entreprise et qui a besoin d'un accompagnement en entreprise. Et c'est vrai qu'on a peu parlé finalement de ce lien du référent handicap aussi avec l'entreprise. Et la question du coup pour la terminer, c'est l'AGFiP peut-il faire intervenir un accompagnant pour aider les jeunes en entreprise? Est-ce que Pascal, vous pourriez nous parler un petit peu justement du lien que peut avoir le référent handicap avec l'entreprise et puis comment associer aussi l'AGFiP dans ce triptyque peut-être auprès de l'employeur? Oui, alors en fait, l'alternant, effectivement, il peut avoir. Alors, effectivement, l'idée, c'est encore une fois d'évaluer globalement le besoin en CFA et en entreprise. Et on le voit aussi dans les différents modules proposés par la grille du décret. Il y a ce lien qui est important à consolider, à renforcer avec l'entreprise. S'il y a une difficulté en entreprise ou qu'on a identifié, alors le besoin d'un accompagnant, ça dépend du type d'accompagnant. Mais l'idée, c'est de se dire, c'est quoi la difficulté ? D'où vient la personne, qui peut l'accompagner. Alors encore une fois, on a les ressources handicap formation normalement sont là pour connaître un petit peu les ressources du territoire, savoir sur qui on peut s'accompagner. On peut compter en fait pour travailler l'accompagnement. Ça dépend vraiment du type d'accompagnement, parce qu'on a des accompagnements de type emploi accompagné, on a des accompagnements de type prestataire d'appui spécialisé aussi qui peuvent sur certaines déficiences venir accompagner à des temps donnés. Ça dépend de quoi il s'agit, mais voilà, l'AGFiP va pas directement venir et vous proposer un accompagnant. L'AGFiP, elle va vous proposer un appui pour aller identifier finalement de quoi on a exactement besoin. Cet accompagnant, il est là pourquoi? Est-ce qu'il faut qu'il soit là tout le temps? Est-ce que c'est des problèmes d'autonomie de la personne? Est-ce qu'on est plutôt sur un besoin de type médico-social? Est-ce qu'on est sur une autre typologie de besoin? Enfin voilà, c'est un petit peu tout ça. Et puis effectivement, une fois qu'on a bien qualifié le truc, c'est de vous aider à trouver le bon interlocuteur. Oui, c'est important, ça rejoint ce qu'on a déjà dit, c'est que effectivement, notamment les ressources handicap formation sont pas là pour faire à la place d'eux, mais pour vous aider aussi. Hein. C'est ça, Pascal, pour aider un petit peu tout le monde, à tous les acteurs et notamment le référent handicap à faire, pour l'accompagner dans la manière de faire, mais pas pour faire à sa place, évidemment. C'est ça. On a une autre question. Si un apprenti RQTH a besoin d'une lampe Lexilight, c'est une lampe destinée à la lecture pour les dyslexiques. Cette démarche peut-elle être financée par l'OPCO, même si cette aide n'est nécessaire que sur le temps scolaire et pas en entreprise? Oui, enfin, c'est typiquement justement les besoins qu'on peut financer au titre de la majoration. Hein, c'est ce qu'on a présenté tout à l'heure. C'est l'état des lieux qui va nous permettre de voir qu'il y a besoin de cette lampe Lexilight. Ensuite, on va chiffrer le coût dans le cadre de la grille, notamment sur l'un des modules qui correspond. Et puis, ce coût, vous pourrez le mettre dans la convention de formation classique de l'apprenti avec l'employeur. Et ce montant arrivera à l'OPCO. Et puis, nous financerons effectivement ce matériel au titre de la majoration des niveaux de prise en charge. Alors pour le coup, si c'est uniquement ça sera un financement unique, donc ça sera un besoin de financement que sur la première année de contrat. Donc il faudra bien aussi penser à nous indiquer par la suite qu'il n'y a plus de besoin de financement, sauf si, comme le disait Pascal, vous refaites un point, puis vous vous rendez compte qu'en fait, il y a besoin d'un autre outil, donc peut-être que voilà, il peut y avoir un autre financement. Mais pour répondre à la question, oui, concrètement, ça rentre dans ce qui peut être financé au titre de la majoration. Autre question, pour pouvoir bénéficier d'une majoration des OPCO pour les aménagements pédagogiques, faut-il que ces aménagements soient effectués par des personnes extérieures avec facturation des heures? Alors là, on sort un peu, je pense, de la... oui, si, ça rentre aussi dedans, mais ça renvoie aussi à d'autres aspects autour de l'aménagement pédagogique de la formation. Et effectivement, alors ça peut faire partie des choses. Alors, il y a deux aspects dans la question. Je vais peut-être commencer à répondre, et puis Pascal, si vous voulez compléter aussi, n'hésitez pas. Est-ce qu'il faut forcément que les aménagements soient effectués par des personnes extérieures avec facturation des heures? Ça peut être ça, mais c'est pas forcément que ça. C'est pas
vous allez devoir effectivement justifier pourquoi vous avez besoin de tel financement, mais c'est pas la justification, c'est pas forcément toujours la facturation d'un organisme externe. Ça peut aussi être fait par des ressources internes, mais évidemment, ça nécessite du temps et ce temps, on peut aussi le financer. Donc c'est ça à avoir en tête aussi, c'est pas que du financement externe, ce que nous, OPCO, on va financer au titre de la majoration. Et quand même, je souhaitais alerter sur les aménagements pédagogiques. On renvoie aussi peut-être à des notions un peu plus larges autour du contrat d'apprentissage adapté. Et là, il faut bien aussi avoir en tête que ce contrat d'apprentissage adapté, qui peut, pour rappel, se faire en 4 ans, au lieu de 3 ans pour les contrats d'apprentissage classiques. Tous les aménagements-là, il faut aussi les travailler avec le médecin du travail, avec le médecin de la MDPH, souvent, pour pouvoir travailler ensemble et qu'ils puissent aussi donner un avis sur les aménagements à proprement parler, sur certains aménagements, si la question renvoyée au contrat d'apprentissage aménagé. Voilà. Après, pour compléter la réponse de Jean-Christophe, c'est vrai que c'est intéressant quand le CFA fait, parce qu'effectivement, il va développer ses compétences à faire pour pour les personnes entre guillemets un peu différentes ou des besoins différents. Ce qu'il faut, c'est que vous gardiez des justificatifs. Alors ça peut être des feuilles d'émargement. Si jamais vous faites des soutiens complémentaires pour la personne, vous dites moi je fais 1 heure ou 2 de soutien par semaine, ça fait tant de semaines. Il y a des feuilles d'émargement et vous êtes en capacité aussi de justifier le coût que vous proposez à l'OPCO. Il faut que ça soit cohérent avec le coût d'un formateur, par exemple. Voilà. Donc, l'idée, c'est, comme on l'a dit, c'est pouvoir justifier des montants que vous demandez. Oui, effectivement, et juste pour terminer là-dessus, j'ai eu l'occasion de le dire, mais nous, OPCO, on demande juste un montant, et c'est ce montant qu'on va vous facturer. On n'a pas pour rôle, a priori, en tout cas au moment de l'engagement, de contrôler ce que vous nous demandez. Donc, c'est vraiment le CFA derrière qui est responsable finalement des montants qu'il demande et de la manière dont il utilise les fonds. Et du coup, effectivement, comme le disait Pascal, l'idée c'est de garder tout justificatif qui peut permettre de montrer qu'il y a eu effectivement réalisation de l'aménagement, de l'adaptation, etc., etc. Autre question, à qui appartient le matériel mobilisé en CFA? Alors, la question doit être effectivement, quand il y a, dans le cadre d'une majoration, du coup, reprenons l'exemple, par exemple, de la lampe Lexilight, par exemple, l'achat d'une lampe Lexilight, à qui ça appartient? C'est une question intéressante. Pour moi, et là, on arrive dans l'aménagement de la formation par le CFA. Et donc, du coup, on va aider le CFA, nous, OPCO, à financer ces aménagements. Et quand c'est de l'achat de matériel, à premier abord, je dirais que ça appartient au CFA. Est-ce que, Pascal, vous confirmez? Ou est-ce que vous avez un avis là-dessus, peut-être? Oui, alors il faut savoir que alors forcément, dès l'instant où c'est acheté par le CFA, ça vous appartient. Même si c'est acheté grâce à la majoration OPCO, donc ça vous appartient. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'AGFIP a développé dans certaines régions des plateformes de prêt de matériel sur des matériels très spécifiques. Et du coup, qu'on est en train de travailler à l'élargissement de ces plateformes sur la totalité des régions à horizon janvier 2022. Donc, à partir de janvier 2022, pour certains matériels, parce que vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ce matériel, c'est intéressant que je l'achète? Est-ce que si c'est pour le garder qu'il finisse dans un placard parce qu'il est tellement spécifique que de toute façon, il ne servira qu'à cette personne. Donc, je pense qu'il est plus intéressant que vous achetiez du matériel qui est susceptible de pouvoir être réutilisé. Et ça, ça se travaille aussi en collectif et que vous, à l'avenir, quand les plateformes seront en place, que du matériel hyper spécialisé puisse vous être prêté le temps de la formation. Voilà. Mais on ajustera aussi ces éléments. Une autre question, existe-t-il une mutualisation des matériels achetés et qui ne servent plus par les CFA? Alors, pas à ma connaissance, peut-être des initiatives après territoriales, mais en tout cas, moi, j'ai pas connaissance de choses là-dessus. Pascal? Alors en fait, ce qui est super intéressant, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a quelques années en arrière, quand la GFIP, elle a financé pas mal de, on a toujours des mouvements de balancier. On a financé pas mal de matériel au niveau des organismes de formation, puis on s'est aperçu qu'en fait, ils pourrissaient dans des coins, ils étaient dégradés, etc. C'est compliqué, donc il faut quand même être attentif à ce qu'on achète. Nous, ce qu'on préconise plutôt au CFA et aux organismes de formation, c'est que, ou aux référents handicap, c'est qu'ils tiennent un peu une liste
des matériels qui sont disponibles dans l'organisme de formation. Parce que des fois, dans une salle de classe, il peut ne pas y avoir tel ou tel matériel, mais vous pouvez avoir, c'est important de savoir quel est le matériel dont vous disposez, par exemple de fauteuils un peu confortables avec des accoudoirs réglables et puis des repose-têtes réglables qui puissent être mutualisés entre plusieurs personnes, des souris, des repose-poignets, des repose-pieds aussi, parce que souvent il y a besoin voilà, il y a du matériel que vous pouvez être amené. Si jamais vous achetez cette lampe un peu spécifique qui peut peut-être être réutilisée, parce que des diffs, il y en a beaucoup. Donc c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que progressivement vous constituez une liste qui fait que il y a des CFA qui sont petits, mais il y a des CFA qui sont très très grands, voire qui ont plusieurs antennes. Donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir savoir ce qui existe et qui peut être mutualisé peut-être entre différentes sections d'apprentissage. Celle-là. Une dernière question sur le flux. La rémunération d'un accompagnant pour les examens peut donc être prise en charge par l'AGFIP et l'OPCO. La rémunération d'un accompagnant vraiment formé, entre parenthèses, pour les examens peut donc être prise en charge par l'AGFIP et l'OPCO. Ça fait partie des adaptations, en tout cas pour la partie OPCO, ça fait partie des adaptations un peu pédagogiques finalement qu'il va y avoir besoin. Donc si c'est un vrai besoin pour l'apprenti, ça peut faire partie des choses effectivement qui rentrent dans la majoration, dans les 4 000 € par année de contrat. En fait, c'est vrai que pour les examens, on a parfois besoin de personnes qui relisent les consignes ou qui expliquent, etc., les consignes. Mais dans ces cas-là, si vous passez par un intervenant extérieur, il vous fera une facture d'intervention et vous pourrez l'intégrer effectivement à la majoration OPCO. Alors, on a fait un petit peu le tour des questions qui sont arrivées dans le flux. On avait reçu quelques questions pendant les inscriptions. Donc, il nous reste quelques minutes. Je vous propose peut-être d'essayer d'en répondre à quelques-unes. En tout cas, merci déjà quand même pour toutes les questions que vous avez posées. Et donc, par exemple, une question qui nous est arrivée pendant les inscriptions, qui était: est-il possible d'aménager le parcours de formation, donc allongement de la durée initiale, une fois le contrat déjà débuté? Donc ça renvoie un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, il y a une possibilité, dans le cas de quand l'apprenti est en situation de handicap, il y a une possibilité offerte par la loi d'allonger la durée du parcours de formation par rapport aux autres apprentis et d'aller jusqu'à 4 ans même. Et pour info, du coup, c'est aussi les précisions que j'apportais, c'est que ça peut être fait, mais avec avis soit du médecin du travail, soit du médecin de la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées. Là où se fait la RQTH, du coup, d'où le lien avec ce médecin-là. Est-ce qu'il est possible de le faire une fois que le contrat a déjà débuté? Oui, c'est possible. C'est possible de le faire à tout moment parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, on se rend compte du handicap que pendant le contrat. On s'en est pas rendu compte au début. L'apprenti vous signale aussi qu'il a RQTH qu'en cours de contrat, etc., etc. Tout ça, c'est possible. Et comme pour toute adaptation, il faut faire du coup là cette fois un avenant au CERFA pour indiquer déjà qu'il y a la RQTH. Et puis ensuite, un avenant à la convention, il faudra indiquer dans la convention de formation tous les aménagements nécessaires et qui nécessitent du coup d'allonger la durée du parcours de formation. Donc ces éléments doivent apparaître dans la convention. C'est possible à tout moment, mais il faut bien formaliser ces documents et les faire parvenir à l'OPCO, évidemment, pour adapter aussi les financements. Voilà, et je précise quand même sur la notion d'allongement de parcours ou de travail sur le temps. On peut avoir un aménagement sur le temps en CFA, mais on peut aussi avoir un aménagement, donc être à moins de 35 heures, en entreprise également. Donc voilà, l'aménagement, il peut se faire des deux côtés. On conseille, nous, sur vraiment, si vous allez sur du parcours aménagé, c'est-à-dire sur 4 ans, de vous rapprocher de Cap Emploi, qui se mettront aussi en lien avec les médecins du travail, etc., qui pourront vous aider. Alors, une autre question aussi qu'on avait reçue sur une majoration, justement, dans le cadre de cet allongement de parcours. La question était: confirmez-vous que la majoration de 15 points du salaire ne concerne que l'éventuelle 4e année en cas d'allongement exceptionnel de la durée de formation? Donc c'est un peu en lien avec ce qu'on a répondu. Et effectivement, on confirme, si toutefois il y a une 4e année de contrat, il y aura effectivement une majoration de 15 points de salaire pour ce cas-là, mais uniquement pour cette 4e année de contrat. Voilà globalement les questions. Pascal, est-ce que vous en aviez d'autres auxquelles vous souhaitiez apporter une réponse peut-être?
Alors peut-être revenir là-dessus, mais c'est peut-être clair pour tout le monde, parce que j'avais eu dans d'autres temps différentes questions là-dessus. C'est vrai que Jean-Christophe, il vous a parlé de la convention de formation. La convention de formation, normalement, elle est à retourner sous les 5 jours, mais comme on vous l'a précisé, on sait très bien qu'évaluer un besoin, ça se fait pas en 5 jours à l'arrivée du jeune. Pour un peu pour un peu que la personne commence en entreprise, vous allez peut-être la voir 2 mois après le démarrage de son contrat. Donc en fait, voilà, la demande de majoration peut être faite à tout moment. Il faudra transmettre à l'OPCO un avenant à la convention de formation où vous reprendrez les montants qui auront été définis après avoir réalisé l'évaluation. Vous avez le temps pour la faire parce que ce qu'il faut, c'est qu'elle soit faite avant la fin avant le 10e mois, quoi. Mais du coup, ça laisse quand même de la marge pour travailler à l'évaluation des besoins. Très bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Peut-être une dernière question que je ne vais pas réafficher là, mais on a beaucoup parlé d'apprentissage aujourd'hui. Sachez qu'il y a aussi des accompagnements, Pascal l'a dit à un moment, mais aussi sur le contrat de professionnalisation. Par l'OPCO, pour le coup, il n'y a pas de majoration sur le contrat de professionnalisation. C'est pas possible, c'est pas prévu dans les textes. En revanche, sachez que vous pouvez aussi bénéficier. Là, je parle pour les CFA qui sont aussi organismes de formation et qui font du contrat de professionnalisation. Sachez que vous avez un référent handicap. Vous pouvez, il peut aussi travailler finalement pour l'organisme de formation et pour adapter les formations aux alternants en situation de handicap de manière globale. Et l'AGFIP peut aussi vous accompagner sur le sujet au même titre. Voilà, je pense qu'on a globalement fait le tour du sujet. En tout cas, vu qu'il n'y a plus vraiment de questions, j'espère qu'on a répondu à la majorité de vos interrogations sur le sujet. Encore un grand merci pour votre participation aujourd'hui. Un grand merci à l'AGFIP pour sa présence. On m'indique qu'il faut que je vous indique que il y a un court questionnaire de bilan qui vous sera proposé juste après. Donc, n'hésitez pas à le renseigner avant de quitter ce webinaire. Et vous aurez la possibilité aussi de renseigner votre adresse mail si toutefois vous souhaitez être contacté, si vous avez d'autres questions, etc. N'hésitez pas à nous laisser aussi votre adresse mail. Un grand merci à tous pour votre présence et puis bonne fin de journée et merci à l'AGFIP. Merci Jean-Christophe, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir.